pour cette deuxième partie. Donc je vous disais qu'on était assis sur une montagne de dettes. Alors cette dette, évidemment, elle fait bien plaisir, enfin elle faisait bien plaisir jusqu'à maintenant aux nos créanciers qui pouvaient s'enrichir sur le dos des États. Puisque les États empruntent, voilà, il y a des gens qui prêtent et qui gagnent de l'argent, donc il faut les payer. Voilà. Maintenant, par contre, ces gens commencent à s'inquiéter parce que la montagne de dette aujourd'hui, ils se doutent bien que ça va être compliqué pour eux de se faire rembourser. Alors qu'est-ce qui peut se passer? En gros, je vais parler pour la France et la Belgique, les chiffres sont évidemment pas les mêmes, mais les ratios seront évidemment à peu près les mêmes. On a en gros trois solutions. La solution 1, on va décider de rembourser. Alors pourquoi les créanciers ne sont pas très inquiets? Parce que les Français possèdent une épargne financière aujourd'hui qu'on estime à peu près, enfin qu'on estimait à fin 2014 à 4 258 milliards d'euros. Donc vous voyez, le double, plus du double, ouais si le double du PIB. Donc ils ne sont pas inquiets. Parce qu'ils se disent, si vraiment ça ne va pas demain matin, on va pouvoir se servir sur l'épargne des Français et on va leur piquer leur patrimoine et comme ça on se remboursera. Ne vous tracassez pas, ils n'hésiteront pas à le faire et ne comptez pas sur le gouvernement pour vous protéger. Ça c'est en gros une solution, la solution numéro 1. Donc vous voyez cette épargne financière hors immobilier, parce qu'avec l'immobilier on arrive à plus de 11 000 milliards d'euros de patrimoine français. Les Français sont quand même à la réputation d'être des gens qui aiment thésauriser. Donc cette épargne est constituée à 37% d'assurance vie, après d'actions, de dépôts à vue, d'épargne réglementée, livret A, prendre épargne. On voit bien que c'est l'assurance vie qui est en tête. D'ailleurs à ce sujet-là, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, d'un point de vue juridique, vous n'êtes plus le propriétaire de vos fonds. Le fonds que vous donnez à votre assureur devient la propriété de l'assureur, qui lui, en échange de quoi, s'engage vis-à-vis de vous comme débiteur. C'est-à-dire que vous devenez son créancier, il est votre débiteur. Alors, ça présente des intérêts, enfin ça présentait des intérêts d'un point de vue juridique. Ça veut dire que ce n'était pas saisissable dans la mesure où l'argent ne vous appartenait pas. Si vous avez des problèmes de dette, on ne pouvait pas vous les saisir parce que ça appartenait à l'assureur. Bon, le fisc a trouvé le moyen de régler le problème et là, maintenant, je crois que c'est devenu saisissable. Enfin, je ne crois pas, je suis sûr. L'assurance vie est devenue saisissable. Par contre, si l'assureur fait faillite, cet argent ne vous appartient pas, il appartient à l'assureur. Donc, voilà. Je ne voudrais pas être un oiseau mauvais augure, mais enfin, il ne faut quand même pas être complètement un devin pour comprendre qu'aujourd'hui, des faillites de sociétés d'assurance vie, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Ça peut se produire. Je ne sais pas si ça se produira, ça peut se produire. On pourrait parler de Groupama d'ailleurs, pour certains, Groupama a fait faillite, mais a été repris par la Caisse des dépôts et consignations. C'est passé comme une lettre à la poste et personne ne s'en est rendu compte, mais aujourd'hui ça appartient à l'État. La Caisse des dépôts et consignations, c'est l'État. Voilà, bon, enfin ça n'a pas fait la une des journaux. Il a oublié d'en parler aux 20h de TF1, je crois. Alors, la solution numéro 2, si on ne prend pas l'épargne des Français, ce dont je doute, ça serait de rallonger la durée de crédit. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des crédits sur 10 ou 20 ans, on peut les rallonger jusqu'à un siècle. Alors, ne rigolez pas, ça a déjà été fait dans certains pays. Ils ont renégocié, je crois que la Grèce a déjà fait ça, ça faudrait le vérifier, mais je crois que la Grèce a déjà fait ça. Donc on va rallonger la durée de crédit jusqu'à 80 ans, un siècle, ça veut dire qu'on va endetter toutes les générations futures, c'est fabuleux. Les enfants vont naître avec des dettes terribles qu'ils n'ont jamais contractées, je ne suis pas sûr qu'ils vont être complètement d'accord. La troisième solution, ça serait de diminuer toutes les prestations sociales. La retraite, la sécurité sociale, les allocations chômage, allocations familiales, et ainsi de suite, les diminuer, mais alors drastiquement, de manière à faire des économies d'échelle énormes, et là, de pouvoir peut-être envisager d'avoir un État qui coûte beaucoup moins cher, et là, peut-être de pouvoir commencer à vraiment rembourser. Alors, vous voyez, dans les trois cas, diminuer les prestations sociales de manière drastique, allonger les durées de crédit, ou prendre l'épargne des Français, je ne pense pas qu'il n'y en a aucune des trois qui va vous plaire énormément. Bon, peut-être allonger les durées de crédit, mais là, je pense que c'est ceux qui arrivent derrière qui ne vont pas être d'accord. Alors, on a une solution numéro 2 qui est très simple, c'est pas remboursé, quoi. C'est-à-dire qu'on fait défaut, voilà, c'est fini, on ne vous paye pas, on n'a pas d'argent. Alors là, c'est simple, donc les gens qui ont prêté vont faire faillite, tous, donc on va ruiner tous les épargnants. Si les gens, vous, Français, vous aviez de l'argent placé dans les compagnies qui ont prêté, vous êtes ruinés. Voilà, ça je fais simple, mais c'est aussi bête que ça. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il va bien falloir que quelqu'un paye à un moment. Donc si l'État ne veut pas rembourser, c'est le créancier qui va se trouver en faillite. Si le créancier est en faillite, il ne vous remboursera pas votre argent. Vos contrats d'assurance vie, par exemple, vous ne les reverrez jamais. Ça, c'est absolument certain. Alors, la solution numéro 3, c'est de continuer comme on fait actuellement. C'est-à-dire, on continue la fuite en avant, donc on va continuer à endetter les générations futures qui vont beaucoup nous aimer, je crois. Mais pour ça, il va falloir continuer à emprunter, et il n'y a pas d'argent.
Donc qu'est-ce qui se passe? On assiste à quoi depuis quelque temps? Et là, c'est pas la France, ça va être au niveau de l'échelle à l'échelle de la planète. On assiste à des gens comme des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, enfin oui l'Angleterre, la Grande-Bretagne plus exactement, et le Japon, qui font ce qu'on appelle la planche à billets. Alors on va vous dire à la télé de l'assouplissement monétaire, on va vous sortir un autre mot, il y a le quantitative easing, enfin bref, il y a différentes formules, c'est vous dire bêtement, on sort l'imprimante, on imprime des billets et on met des billets en circulation. C'est fabuleux, hein, c'est un super système. Avec ça, on n'aura jamais de problème, puisqu'on peut imprimer autant qu'on veut. À partir du moment qu'on imprime, bah, les gens, ils ont de l'argent. S'ils ont de l'argent, ils sont contents. Et la machine continue à tourner. Alors, ça va tellement bien que l'Europe, qui n'a dans ses statuts pas le droit de faire de planche à billets, bah, vient de décider en mars 2015, au travers de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, de faire une planche à billets pour 1140 milliards d'euros, pour essayer de relancer l'économie européenne, dont vous avez remarqué qu'elle n'est pas florissante et qu'elle ne va pas très très bien. Donc voilà, maintenant l'Europe imprime aussi des euros de planche à billets. Bon, faisons simple, on va appeler ça de la fausse monnaie. Hein. Cette fabrication de monnaie ne repose absolument sur rien. Donc ça crée une incertitude. Parce que la monnaie jusqu'à maintenant, elle reposait sur des choses, elle a reposé sur l'or pendant longtemps, je vais y revenir un petit peu plus loin, hein. Mais aujourd'hui, on imprime juste pour que la machine continue à tourner. Mais combien de temps va-t-elle tourner? Parce qu'à partir du moment qu'on imprime, on met des tonnes de billets en circulation, et vous savez que dans la vie, c'est très simple, il y a une règle qui dit que tout ce qui est rare est cher. À partir du moment où vous imprimez beaucoup de billets, les billets ne deviennent pas rares, il y a une je ne sais plus comment dire, une foultitude de billets en circulation, donc ces billets valent de moins en moins. Donc l'argent ne va bientôt plus rien valoir. En gros, il vous faudra, je ne sais pas, une liasse de billets pour aller acheter une baguette, quoi, alors qu'aujourd'hui, il faut 1 euro, quoi. Je schématise un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Vous voyez, le système n'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui une chose qui est tout à fait nouvelle, qu'on n'avait jamais vue jusque-là. On commence à avoir des taux négatifs. C'est-à-dire qu'on voit des établissements financiers aujourd'hui qui prêtent à des États considérés solvables, à des taux qui sont négatifs. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'établissement financier, il va prêter 1 milliard d'euros à la France ou à l'Allemagne à un taux de moins 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il ne percevra pas d'intérêt sur le prêt qu'il a fait, mais il va recevoir moins de capital qu'il a prêté. Alors vous allez dire, c'est génial, la France emprunte à taux négatif, c'est fabuleux, l'Allemagne, la Suisse, la France, tous ces pays qui sont des pays réputés sûrs, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que la France soit aujourd'hui un pays sûr, donc on leur prête de l'argent à taux négatif. Pourquoi les établissements financiers font ça? C'est pas par philanthropie, hein. C'est tout simplement qu'eux savent que le système est au bord de l'explosion, et que quand ils prêtent 100, ils préfèrent récupérer 99 que prêter par exemple à, je sais pas quoi, à 30% à la Grèce, qui ne remboursera jamais, parce que la Grèce ne peut pas rembourser. Donc c'est très simple, hein, on ne prête qu'aux riches, c'est le vieil adage qui s'applique, donc les pays réputés sûrs, on leur prête de l'argent à taux négatif. Alors ça paraît génial comme ça, hein, mais en même temps, il faut quand même être clair, c'est la négation du capitalisme. Le capitalisme, ça a toujours été de rémunérer l'argent. Là, on en arrive à un système inverse, on ne rémunère plus l'argent. Ça veut dire que le capitalisme est tombé sur la tête, et je lisais une notice d'un des membres de la famille Rothschild hier, qui disait qu'on est rentré dans une zone complètement inconnue. C'est-à-dire que le capitalisme n'a jamais connu, dans son histoire, ce qui est en train de se passer actuellement, et qu'on ne sait pas du tout comment ça va finir. Mais alors pas du tout. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des banques qui commencent à appliquer des taux négatifs à leurs clients. Alors là, je vous en cite quelques-unes que j'ai relevées comme ça dans la presse un peu spécialisée. La ABN AMRO, les Hollandais, la Royal Bank of Scotland, quand même, banque écossaise, hein, la NatWest, je ne sais plus quel pays c'est, la Bank of Ireland, donc les Irlandais, la Raiffeisen en Allemagne, des banques voilà, qui aujourd'hui, tout simplement, perçoivent une commission à leurs clients, tout simplement pour garder l'argent. Voilà, en gros c'est ça, vous avez mis 2000 euros chez votre banquier le premier du mois, vous n'avez fait aucun mouvement, aucune transaction dans le mois, bon, à la fin du mois, il ne vous reste que 1990 euros sur votre compte. Pourquoi? Parce que le banquier, il a pris un pourcentage, c'est ce qu'on appelle le taux négatif. Lui ne gagne plus d'argent sur les marchés financiers, donc il essaie de se récupérer un peu sur ses clients, il applique des taux négatifs. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore ça en France, mais je pense que d'ici la fin 2016, vous devriez commencer à voir les taux négatifs s'appliquer sur vos comptes courants. Donc la conséquence de tout ça,
La conséquence de tout ça, c'est évidemment que les gens vont avoir tendance à vouloir retirer leur argent. C'est ce qu'ils ont fait dans beaucoup de pays déjà. Les gens retirent leur argent de la banque rapidement quand ils le peuvent. Parce que quel intérêt que son argent soit à la banque pour en avoir moins à la fin du mois que j'en avais au début. Jusqu'à maintenant, les banquiers étaient censés rémunérer l'argent. N'étaient pas censés... ils prenaient déjà beaucoup d'argent sur les frais, mais là on ne parle pas de frais, on parle bien de taux négatifs. Voilà, ça c'est des choses que vous allez voir arriver. Ça va pas tarder, si c'est dans les autres pays, vous ne tracassez pas, hein, ça va évidemment arriver en France. Hein. Une autre des conséquences d'inonder le marché de faux billets, de fausses monnaies, de planches à billets, ça veut dire qu'avec cet argent-là, des Japonais, des Américains et des fonds d'investissement japonais, américains ou anglais rachètent les pays, par exemple la France. Donc on voit disparaître des entreprises, on voit disparaître nos châteaux, on voit disparaître notre patrimoine, des vignobles qui sont rachetés avec de ce qu'on peut appeler concrètement de la monnaie de singe. Donc ça a un aspect complètement catastrophique. Pour l'instant, on ne sait pas se défendre contre ça. Ces gens arrivent avec des valises de billets, voilà, c'est des dollars, hein, c'est des yens, ou en général c'est des dollars. Donc on vend, si quelqu'un va vous donner tant d'argent pour votre château, vous le vendez, hein, mais ces dollars, ils proviennent de la planche à billets, voilà, c'est tout. Donc, ils peuvent aussi décider tout simplement, c'est des établissements, de vous dire ok, on va vous prêter, à vous France, mais en garantie, vous allez nous donner votre or. Si vous ne remboursez pas, vous avez là 3000 tonnes d'or, cet or, il deviendra le nôtre si vous ne remboursez pas à la fin. C'est ce qui s'est produit par exemple au Venezuela, hein, qui avait réussi à rapatrier son or, ils l'ont plus. Hein. Il est parti à la réserve fédérale aux États-Unis. Terminé, les Vénézuéliens n'ont pas d'or. Je pourrais citer l'exemple de tonnes de pays dans le monde qui se sont fait voler leur or de cette manière. Hein. Voilà, je suis quand même un peu long, on arrive encore à 10 minutes, hein, 11 minutes déjà. On va arrêter là cette deuxième vidéo, et je vais continuer avec la suite dans quelques minutes. A tout de suite.